Avez-vous déjà eu le sentiment que des forces invisibles façonnèrent votre vie? C'est le monde que Michel Foucault nous révèle. Philosophe français, Foucault a vécu de 1926 à 1984. Son œuvre est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à voir les structures de pouvoir cachées qui nous entourent. Foucault ne s'intéressait pas aux vérités superficielles, il voulait creuser plus profond. Il voulait comprendre les mécanismes du pouvoir. Comment fonctionne-t-il? Comment nous contrôle-t-il? Le travail de Foucault est une lumière vive dans une pièce sombre. Il éclaire la manière dont les sociétés façonnent les individus. Les idées de Foucault ont eu un impact considérable. Elles ont influencé de nombreux domaines, la sociologie, les sciences politiques, la psychologie et les études de genre. Son œuvre est une boîte à outils pour comprendre le monde. Et nous-mêmes. L'héritage de Foucault est un appel à la conscience. L'œuvre de Foucault ne concerne pas seulement le passé, elle concerne le présent et l'avenir. Ses idées sont encore plus pertinentes dans le monde actuel. Pourquoi? Réfléchissez-y. Nous vivons dans un monde de surveillance constante. Des caméras suivent chacun de nos mouvements. Des algorithmes prédisent nos désirs. Nos vies sont de plus en plus contrôlées. L'œuvre de Foucault nous donne le langage pour comprendre cette nouvelle réalité. Il nous aide à voir comment le pouvoir opère de manière subtile et insidieuse. Son œuvre est un avertissement, un signal d'alarme. C'est un rappel que nous ne devons jamais cesser de nous interroger. Nous ne devons jamais cesser de résister. La philosophie de Foucault est un voyage au cœur du pouvoir. C'est un voyage qui peut être inconfortable. Mais c'est un voyage que nous devons entreprendre. Imaginez un archéologue en train de dégager délicatement des couches de terre. Il ne cherche pas seulement des objets, il cherche des histoires enfouies sous la surface de l'histoire. C'est ce que Michel Foucault fait avec les idées. Il appelle cela l'archéologie du savoir. Les fouilles archéologiques de Foucault nous emmènent au cœur du savoir. Il se demande d'où viennent nos idées, comment ont-elles évolué au fil du temps, et pourquoi certaines idées dominent-elles tandis que d'autres disparaissent. Foucault nous montre que le savoir n'est pas neutre, il n'est pas objectif. Au contraire, il est construit sur un socle de pouvoir. Les discours déterminent ce qui est considéré comme vrai, folie ou raison. Si vous avez apprécié cette exploration des idées de Foucault, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu fascinant sur la philosophie et l'histoire. Prenons un exemple. Imaginez que vous vivez au Moyen-Âge. Vous voyez quelqu'un se comporter de manière étrange, parlant en langues inconnues. Aujourd'hui, nous pourrions qualifier cette personne de malade mentale. Mais au Moyen-Âge, cette personne aurait pu être considérée comme un mystique, un visionnaire, voire un saint. Pourquoi cette différence? Parce que le discours sur la folie a changé. Au Moyen-Âge, le discours dominant considérait la folie comme une expérience spirituelle. Au XIXe siècle, le discours a évolué. La folie a été médicalisée. Elle était désormais considérée comme une maladie, quelque chose à traiter et à contrôler par les médecins. Les discours sont puissants car ils façonnent notre perception de la réalité. L'archéologie du savoir de Foucault révèle une vérité troublante. Ce que nous considérons comme du savoir est souvent intimement lié au pouvoir. Les discours ne sont pas seulement des manières de comprendre le monde, ce sont aussi des manières de le contrôler. En comprenant comment fonctionnent les discours, suggère Foucault, nous pouvons commencer à les remettre en question. Nous pouvons commencer à voir le monde différemment. Nous pouvons commencer à imaginer de nouvelles possibilités pour nous-mêmes et pour la société. Lorsque nous pensons au pouvoir, nous imaginons souvent des rois et des reines, des dictateurs et des présidents. Nous imaginons le pouvoir comme quelque chose que détiennent quelques élus. Mais Foucault nous demande de regarder de plus près. Il soutient que le pouvoir n'est pas seulement quelque chose que l'on, c'est quelque chose qui circule la société. Pensez à une toile d'araignée. Chaque fil pris individuellement est délicat, presque invisible. Mais ensemble, ils forment un piège puissant. C'est ainsi que Foucault voit le pouvoir. Il n'opère pas par la force brute, mais par un réseau de mécanismes subtils. Ces mécanismes sont partout, affirme Foucault. Écoles, hôpitaux, prisons, même nos propres lieux de travail.
Pour illustrer cette idée, Foucault évoque le panoptique. Il s'agit d'un concept de prison conçu par Jeremy Bentham, un philosophe anglais du XVIIIe siècle. Le panoptique a été conçu pour une surveillance optimale. Une tour centrale de garde permettait de voir à l'intérieur de chaque cellule, mais les prisonniers ne pouvaient pas voir le garde. Le génie du panoptique, selon Foucault, réside dans le fait qu'il crée un sentiment de visibilité constante, même si personne ne regarde. Imaginez-vous dans cette cellule. Vous savez que vous pouvez être observé à tout moment. Alors vous commencez à contrôler votre propre comportement. Vous devenez votre propre geôlier. Le panoptique, pour Foucault, est une métaphore du pouvoir moderne. Nous vivons dans une société où nous sommes constamment surveillés et évalués. Les idées de Foucault semblent étrangement prémonitoires à l'ère numérique actuelle. Nous transportons des dispositifs de suivi dans nos poches. Notre activité en ligne est surveillée, analysée et vendue. Nous sommes encouragés à présenter une version arrangée de nous-mêmes en ligne, toujours conscients du regard potentiel des autres. Cette surveillance constante peut être subtile. Il s'agit de la façon dont nous intériorisons ces systèmes de contrôle en contrôlant nos propres pensées et comportements pour nous conformer aux attentes de la société. If you found this video informative, please give it a like. Your support helps us create more content like this. Thank you for watching. Autrefois, le pouvoir se manifestait souvent avec brutalité. Pensez au bourreau du roi, à la flagellation publique, aux ténèbres du cachot. Les châtiments étaient brutaux, un spectacle destiné à inspirer la peur. Mais Foucault a remarqué un changement. Le pouvoir moderne, a-t-il soutenu, a pris une forme différente. Il s'agissait moins de punir les corps que de les gérer. Il a appelé cette nouvelle forme de pouvoir le biopouvoir. Le biopouvoir ne concerne pas les chambres de torture et les exécutions publiques. Il s'agit de statistiques et de feuilles de calcul, de campagnes de santé et de contrôle des populations. C'est le pouvoir de gérer la vie elle-même, d'optimiser et de réguler les populations pour une efficacité maximale. Le biopouvoir opère à deux niveaux, selon Foucault. Le premier est ce qu'il appelle l'anatomopolitique. C'est le niveau du corps individuel. Pensez aux campagnes de santé publique, aux campagnes contre le tabagisme ou l'obésité, aux initiatives pour promouvoir l'exercice et une alimentation saine. Ces interventions peuvent sembler bénignes, voire bénéfiques, et elles le sont souvent. Mais Foucault nous demande de regarder de plus près. Ces campagnes, soutient-il, visent également à réguler nos corps, à les façonner selon des normes jugées souhaitables par ceux qui détiennent le pouvoir. Il s'agit de créer des corps dociles, des corps sains, productifs et conformes aux attentes de la société. Ces mesures, selon Foucault, sont souvent justifiées au nom de la santé publique ou de la sécurité nationale. Mais elles soulèvent également des questions importantes sur le contrôle et la coercition. Qui décide de ce qui constitue une population saine? Qui profite de ces politiques? Et quels sont les inconvénients potentiels de ce type de contrôle biopolitique? Prenons par exemple l'histoire de l'eugénisme. Ce mouvement, populaire au début du XXe siècle, a utilisé le langage de la science et de la santé publique pour justifier la stérilisation forcée et d'autres pratiques horribles. Bien que l'eugénisme soit largement condamné aujourd'hui, l'œuvre de Foucault nous rappelle que la frontière entre santé publique et contrôle social peut être dangereusement mince. Les idées de Foucault sur le biopouvoir sont devenues encore plus pertinentes à la suite de la pandémie de Covid-19. Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des mesures sans précédent pour contrôler la propagation du virus. Confinement, restrictions de voyage, recherche des contacts, obligations vaccinales. Ces mesures étaient souvent justifiées comme étant nécessaires pour protéger la santé publique. Mais elles ont également suscité des inquiétudes quant aux abus de pouvoir des gouvernements et à l'érosion des libertés civiles. La pandémie, en un sens, a transformé notre monde en un gigantesque panoptique. Nous étions constamment suivis et surveillés, nos mouvements restreints, nos interactions sociales limitées. L'œuvre de Foucault nous rappelle que le pouvoir est adaptable, trouvant constamment de nouvelles façons de s'affirmer. L'œuvre de Foucault peut ressembler à une dénonciation implacable de l'emprise omniprésente du pouvoir. Il nous montre comment le pouvoir s'infiltre dans nos institutions, notre langage et même nos propres corps. Alors,
Y a-t-il une place pour la liberté individuelle dans le monde de Foucault? La réponse, étonnamment, est oui. Foucault croyait que là où il y a pouvoir, il y a résistance. Le pouvoir, pour lui, n'est pas une rue à sens unique. C'est une relation dynamique. Et au sein de cette relation, les individus ont la capacité de résister, de se créer des espaces de liberté et de façonner leurs propres identités. Foucault voyait cette résistance se manifester notamment par ce qu'il appelait les technologies du soi. Foucault a trouvé l'inspiration dans ces pratiques anciennes. Il les considérait comme des outils pour résister aux manières dont le pouvoir tente de nous définir et de nous contrôler. Les technologies du soi, pour Foucault, ne visaient pas à se conformer aux normes extérieures. Elles visaient à cultiver la liberté intérieure, une sorte d'autogouvernance capable de résister aux pressions du contrôle sociétal. Imaginez un philosophe stoïcien méditant sur l'inéluctabilité de la mort, ou un épicurien recherchant le plaisir dans les choses simples. Ces pratiques, pour Foucault, n'étaient pas de simples exercices philosophiques abstraits. C'étaient des techniques pour façonner sa propre subjectivité. Pour Foucault, la résistance ne se limitait pas à de grands gestes de rébellion. Elle résidait dans les petits actes quotidiens de façonnage de soi. Il s'agissait de choisir comment nous voulons vivre, comment nous voulons penser et comment nous voulons interagir avec les autres, même dans les limites des structures de pouvoir. Cela peut impliquer de remettre en question les normes qui façonnent notre compréhension du genre, de la sexualité ou du succès. Cela peut impliquer de rechercher des communautés et des modes de vie alternatifs. Ou cela peut simplement impliquer de prendre le temps de réfléchir à nos propres valeurs et désirs, à l'abri du bruit des attentes de la société. L'œuvre de Foucault nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des produits du pouvoir. Nous sommes aussi des sujets capables d'agir, de créer et de résister. Michel Foucault est mort en 1984. Il n'a jamais connu l'essor d'Internet. Il n'a jamais vu de smartphone. Pourtant, son œuvre apparaît étrangement prophétique à l'ère numérique. Nous vivons dans un monde de surveillance des données. Nos clics en ligne, notre historique de localisation, nos flux de médias sociaux, tout est méticuleusement suivi et analysé. Ces données sont utilisées pour prédire notre comportement, nous cibler avec de la publicité et même influencer nos opinions politiques. Le concept de panoptique de Foucault a pris une nouvelle dimension effrayante. Nous sommes tous, en un sens, des détenus d'un panoptique numérique. Nous sommes constamment observés, surveillés et évalués. Et l'aspect le plus insidieux de cette surveillance est que nous y participons souvent volontairement. Nous partageons nos vies sur les médias sociaux, avides de j'aime et de validation. Nous suivons nos objectifs de fitness et nos habitudes de sommeil, alimentant les géants de la technologie en données. Cette surveillance constante, comme Foucault l'a prédit, peut avoir un effet dissuasif sur notre comportement. Nous autocensurons nos pensées, craignant d'exprimer des opinions qui pourraient être jugées controversées ou offensantes. Nous nous conformons aux normes en ligne, présentant une version arrangée de nous-mêmes au monde. L'ère numérique a amplifié les forces mêmes de pouvoir et de contrôle que Foucault a passé sa vie à disséquer. Mais l'œuvre de Foucault n'est pas un appel au désespoir. Il nous rappelle que le pouvoir n'est jamais absolu. La résistance est toujours possible. Même face à une surveillance écrasante, nous pouvons encore nous créer des espaces de liberté. Nous pouvons choisir de nous déconnecter du panoptique numérique, de limiter notre exposition à la surveillance en ligne. Nous pouvons faire preuve d'esprit critique, remettre en question les informations que nous consommons et les algorithmes qui façonnent nos expériences en ligne. Plus important encore, l'œuvre de Foucault nous rappelle que la quête de la liberté est un processus continu. Elle exige une vigilance constante, une réflexion sur soi et une volonté de remettre en question le statu quo. Nous ne devons jamais tenir notre liberté pour acquise. Nous devons toujours être vigilants face aux manières subtiles dont le pouvoir cherche à nous contrôler et à nous définir. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le poids de forces invisibles façonner votre vie, souvenez-vous des leçons de Michel Foucault. Remettez en question les normes, défiez les idées préconçues, et ne cessez jamais de lutter pour votre droit de penser, de parler et de vivre librement. L'avenir de notre liberté peut en dépendre. Si vous avez trouvé cette exploration de la philosophie de Foucault enrichissante, partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient être intéressés.
Ensemble, continuons à questionner et à apprendre.